Donc, ben voilà, donc une interview de Patrick Ronda pour e-Guitar Magazine. Donc voilà, donc ben, Le voilà. voilà Patrick. Donc j'avais une petite question. Ben, d'abord essaye de te présenter. Ouais, bah écoute, en fait, voilà, donc je suis guitariste depuis pas mal de temps, musicien professionnel depuis 1985 à peu près. J'ai fait différents petits boulots, j'ai eu un peu le même parcours que pas mal de gens, c'est-à-dire qu'au départ, bah, tu es au lycée, après tu commences à trouver des petits boulots, à pas savoir réellement si tu vas faire de la musique ton métier ou pas. Et donc petit à petit, bah, tu as des chemins qui se présentent. Et donc, bon, j'avais un travail, j'ai quitté en fait ce boulot en 83 pour faire le premier album avec un groupe qui s'appelait The Element. Donc j'ai fait cet album-là, puis en rentrant, j'ai commencé à donner des cours dans différentes écoles, à survivre, on va dire, avec ça. Et j'ai fait ma première maquette instrumentale en 87, donc les titres en 86 à peu près, et puis elle est sortie en album en 89, donc Just for Fun, voilà en gros. Bon, sinon après j'ai participé récemment, donc en 98 au G3 avec Satriani, j'ai fait pas mal de premières parties de CDC, de Metallica, Blue Oyster Cult, Gary Moore. J'ai eu la chance de croiser dans des festivals pas mal de gens avec qui j'ai joué, je pensais à Tony McAlpine, Steve Lukather, enfin, j'ai eu un parcours en fait assez, pour quelqu'un qui n'était pas une famille de musiciens, j'ai eu pas mal de chance aussi quoi. Okay. Voilà pour résumer. Okay. Il y a un best-of je crois aussi. Oui, il y a un best-of qui est sorti juste là récemment, et puis sinon je travaille avec Jean-Michel Jarre depuis 92, et donc je collabore toujours avec lui, principalement sur les concerts en fait. Pour ceux qui n'ont pas les albums de Patrick, donc voilà le best-of. Donc, bah autrement, j'avais une petite question sur tes influences et coups de cœur, en fait. Donc, les guitaristes qui t'ont influencé dans ta manière de jouer, de composer. Ben, en fait, si tu veux, tu t'aperçois que la musique, c'est... tu as besoin de gens qui te tirent et qui t'emmènent pour avancer, et donc tu as besoin de chocs musicaux. Le premier, c'était Ronnie Montrose, un guitariste américain, c'est lui qui m'a fait démarrer la guitare, en fait, c'était le premier truc important. Ensuite, j'ai découvert Ritchie Blackmore, Rainbow, Deep Purple, Eddie Van Halen. Bon, ces gens-là ont évidemment un impact énorme. Puis plein d'autres guitaristes que je cite pas forcément, je pense à Carlos Santana, des gens qui n'ont pas eu une implication réelle dans mon jeu, mais qui à un moment donné, par exemple Santana c'est tout bête, mais il faisait de l'instrumental, il faisait des thèmes instrumentaux, et donc ça a été le premier guitariste que j'ai entendu faire des morceaux sans chant. Et donc ça a été sans doute un élément qui est resté dans ma tête à un moment donné. Le plus gros choc musical c'était Aldi Meola, ça c'est un copain à moi qui m'a fait découvrir ça, donc fin des années 70, et ça a été vraiment une claque terrible. C'était l'album Elegant Gypsy, et j'ai fait vraiment une fixation, c'est-à-dire que j'ai acheté tous les albums, j'ai acheté une ovation dès que j'ai pu, et je voulais jouer comme lui, c'était vraiment... Il y a le jeu, il y a les compos aussi. Il y a le jeu, il y a les compos, et si tu veux, si tu écoutes mes compos, même si la musique que je fais est très différente, notamment à cette période-là, Dimola faisait des morceaux très longs, avec des passages un peu cool au milieu, des bouts acoustiques par moment, des unissons clavier, batterie, basse, guitare, etc., des unissons clavier-guitare par moment, l'utilisation de mesures composées. Et donc il y avait une approche un peu jazz rock mais progressive quelque part, et je pense que ça a eu évidemment une incidence sur ma façon de jouer évidemment et sur ma façon de composer. Et toute la vague, donc Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen, Tony McAlpine ou Vinnie Moore, enfin, tout ce qui est... Alors ça c'est des gens ceux que j'ai découvert après, c'est-à-dire que quelque part j'avais déjà forgé mon jeu, donc accès, aller-retour, mineur, etc. Par contre c'est vrai que quand j'ai quitté on va dire le jazz rock, bon je suis retourné vers le métal qui était en fait ce qui m'avait fait commencer la guitare. Et c'est vrai que quand j'ai écouté ces gens-là, ça a eu une incidence pour me permettre d'adapter quelque part la technique que j'avais pris dans le jazz rock, la fusion, et le faire plus métal, et donc c'est une petite incidence évidemment. Malmsteen, c'est un guitariste que j'adore, donc au niveau du toucher, il y a une incidence, même si j'ai jamais voulu le singer ou le copier, il y a toujours eu, même si les bends ou les tirés de cordes sont différents, je m'en suis inspiré d'une certaine manière. Gilbert, c'est un mec qui a une super attaque, un super aller-retour, ça a eu évidemment une incidence, mais c'est des gens qui m'ont influencé après coup, j'allais dire. Autrement, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, en fait, tout simplement En ce moment, pas mal de musique classique, énormément de musique classique. Et au niveau groupe, réellement, j'écoute Porcupine Tree, en fait, que j'adore. C'est pas axé lead, au sens guitaristique, vraiment. Mais les compos, la musique, les riffs, le mélange des guitares acoustiques, les mélodies de chant, les plans de batterie, enfin c'est un groupe que j'aime bien écouter. Voilà. T'as un album à conseiller? Parce que moi, je connais pas les deux derniers sont, il y a Dead Wings et l'autre d'avant qui s'appelle In Absentia, ou je sais plus quoi. C'est un vieux groupe ou c'est un groupe C'est un groupe anglais qui a plus d'une dizaine d'années, je pense. Et les tout premiers étaient très Floyd, très atmosphériques. Et les derniers sont plus progressifs, mais c'est progressif dans le sens où les morceaux sont longs avec plein d'atmosphère, mais c'est pas démonstratif réellement.
Donc alors, y a-t-il autrement des jeunes guitaristes de la scène française que tu apprécies? Bon, il y en a pas mal, des gens que je connais, qui sont d'ailleurs jeunes ou pas jeunes, je sais pas. Ouais, Je sais pas des vois. jeunes, mais de la scène française en Bon, il y a général. Godin, Christophe, Godin, que je connais ouais. depuis des années, que j'aime bien. Évidemment, il y a Stéphane Forté, que je suis pareil depuis des années, qui m'avait amené une maquette en 97 et qui jouait déjà très très bien. Il y a Cyril Achard, il y en a plein d'autres. Bon, il y a Manu Livertour, enfin, il y en a plein. Il y en a plein que j'ai suivis, et puis des moins connus. Mais... J'ai entendu en fait que Kiko Loureiro t'écoutait quand il était plus jeune. Déjà, quel effet ça fait qu'un guitariste... Ça fait plaisir. Les premiers que j'ai rencontrés, c'était le guitariste de Rhapsody, en fait, Luca Turilli. La première fois que j'ai rencontré, j'ai vu qu'il avait tous mes albums, il connaissait les morceaux et tout de mes premiers albums. Kiko, il avait acheté le premier album, il avait Just for Fun en cassette à l'époque, il avait trouvé au Brésil. Bah, ça fait plaisir parce que c'est des gens que j'estime musicalement, qui ont vachement de talent, et si à un moment donné j'ai participé un tant soit peu, même si c'est un tout petit peu, à faire ce qu'ils sont, bah, ça fait plaisir, évidemment. Évidemment. Donc maintenant on va arriver à une autre partie, donc c'est la partie collaboration en fait. Ouais. Donc tu as joué avec pas mal d'artistes, Jean-Michel Jarre, LJ ou encore le Consortium Project. Qu'est-ce que t'ont apporté toutes ces expériences? Bah, je pense que tu te construis avec les expériences musicales. Tu vois, je pense que chaque fois que j'ai une expérience avec un groupe ou avec un artiste, ça a une incidence sur ma façon de jouer. Tu vois, si tu prends mes 2 premiers albums, quand tu prends la collaboration avec Jean-Michel après le deuxième et Amphibia, tu vois dans Amphibia, même si ça n'a rien à voir avec Jean-Michel Jarre, quelque part dans la conception, dans les passages atmosphériques, il y a eu une incidence. Si tu prends mon dernier album, en date avant le best-of Ephemeral World, si tu compares et tu vois l'influence d'LG et du consortium, tu vois que dans les rythmiques, dans la structure rythmique, il y a eu un petit changement. Donc c'est évident, c'est des choses qui te nourrissent un peu, qui te permettent de trouver ton identité. Et à chaque coup que tu joues avec quelqu'un, même si c'est toujours toi, tu joues légèrement différemment. Et tu te découvres en fait toi-même dans ces trucs-là. Donc moi, j'allais dire j'en ai besoin quelque part. Si Donc tu veux. tu conseilles limite aux guitaristes là. C'est difficile à dire, ouais, c'est propre à chacun. Tu as des gens, si tu veux, ils ont trouvé un style. Et déjà, je pense que la plus grosse réussite d'un musicien, c'est de trouver ce style, c'est-à-dire d'avoir une identité réelle. Et tu as des gens, en fait, qui innovent à chaque album, qui ont besoin de changer de style, de son, etc. Tu en as d'autres qui ont trouvé leur marque de fabrique et qui la lâcheront pas jusqu'à la fin. J'ai pas besoin de donner de nom, on voit tout de suite de qui je veux parler. Et de toute façon, c'est tout à fait respectable. C'est une démarche que je respecte aussi bien l'une que l'autre, d'ailleurs. Il faut simplement se trouver. Et puis trouver son public. Donc moi, disons que j'en ai besoin, sinon j'ai l'impression de tourner en rond et je me motive plus, c'est-à-dire que si je me répète, c'est moi que ça fait chier. Je me dis même pas, tiens, les gens, le public va se lasser, c'est moi qui m'emmerde. Donc c'est très égoïste comme démarche, c'est parce que j'ai besoin de retrouver une motivation. Je pourrais pas refaire des morceaux comme mon premier album, j'en ai pas l'idée, j'en ai pas envie, je le renie pas du tout, loin de là. Il y a des trucs que j'apprécie, il y a des choses que j'ai fait que je trouve géniales, même il y a des trucs que je trouve pas bien du tout. Il y a des trucs, par exemple, je pense World of Silence, par exemple. Ça encore, c'est un truc que je pourrais, je pense, poursuivre. Mais c'est vraiment un titre dont je suis extrêmement fier. Alors celui-là, c'est un truc que j'assume toujours, mais il y a des titres, je pense à Nostalgia, par exemple, sur le premier album, que je trouve que c'est un bon titre néoclassique. Je ferai jamais un titre comme ça maintenant. Ah, il est bien, moi j'aime bien. Non, mais je veux dire, il y a des bons titres. Bon, après, il y a des titres que je trouve moins bien, évidemment. Mais voilà. Ouais, non, mais c'est normal. Mais c'est évident que, toi, World of Silence, ça fait partie des trucs dont je suis le plus fier, ouais. Autrement, avec Jean-Michel Jarre, Pékin, là, récemment. Ouais, Pékin, on a fait la Pologne, Danse, parce qu'il est chantier. C'est pas trop impressionnant, enfin, de jouer devant toute cette foule. Enfin, bah, si tu veux, j'allais dire, heureusement, j'ai de la pratique, quelque part, j'ai eu la chance de ça. C'est-à-dire que la première fois que j'ai joué devant du monde, c'est en 91, au Monster of Rock, il y avait 27 000 personnes. Et à partir de là, j'ai eu la chance que ça se fasse relativement régulièrement. Donc j'ai fait des premières parties dans les Zéniths, j'ai commencé à jouer avec Jarre en 93, en live. Donc j'étais habitué au stade, donc on va dire avec lui, c'est entre 70 000 et 300 000 personnes ou plus des fois. Donc tu prends une habitude, c'est comme le reste, quand tu fais, tu finis par t'habituer. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas de stress, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça va. Et au niveau du son, c'est pas trop dur à gérer? Tu sais, parce que là, t'es pas... C'est totalement différent, c'est totalement différent. Mais tu sais, l'approche du son, ça fait partie des choses que tu apprends dans les différentes expériences, que ce soit avec un groupe, avec un chanteur, où effectivement, dans les retours, lui, il doit s'entendre partout, donc tu as un chanteur dans tes retours, donc c'est autre chose. Si tu te mets trop fort, l'ampli guitare repisse dans le micro-chant, donc ça donne un son de bordel avec les retours. Donc
chaque expérience amène des trucs. Avec Jean-Michel, il n'y a pas de retour, c'est tout en ear monitor, tout au casque. Il y a un clic, il y a un métronome en permanence, il y a beaucoup de séquences, donc c'est vrai que c'est plus rigide musicalement, parce que c'est électronique, donc c'est très raide. Et en même temps, tu es dans une propreté de son qui est quasi studio, tu vois, et en même temps, il y a du monde, il y a un spectacle, donc c'est pas évident. Oui. En plus, je suis le seul à être vraiment musicalement dans ce trip-là, dans l'environnement, donc c'est vrai que tu as un petit peu... des fois, tu places un accord, tu as l'impression que tu es tout seul, quoi. En même temps, c'est ça qui amène le contraste, et c'était son idée, et ça marche. Mais c'est vrai qu'au départ, ça me demandait un peu de... Ça fait bizarre, ouais. Donc Jean-Michel Jarre, tu continues Oui, écoute, oui, bah après c'est lui qui décide, si tu veux. C'est vrai que des fois il fait des concerts où il m'appelle pas, il fait des tournées où il n'a pas besoin de moi, ça dépend du répertoire qu'il doit jouer. Mais en tout cas, de mon côté, oui, je m'entends bien, c'est un mec intelligent, c'est un mec intéressant, humainement ça se passe bien, les conditions sont extraordinaires. Voilà, je vois aucune raison de ne pas le faire, quoi. Ok. Donc là, on va arriver à notre partie, donc tes compositions, tout simplement. Donc j'ai quelques questions. Donc je vais lire tout simplement mes questions, pour que ça soit plus clair. Donc à l'écoute de tes albums, la composition est un point très important dans ta musique. Beaucoup d'ambiance, de couleurs, de signatures rythmiques et un univers qui t'est propre. As-tu travaillé cet aspect ou est-ce quelque chose de naturel chez toi? Si tu veux, c'est très dur de savoir ce qui est naturel quand tu travailles un instrument pendant 15 ou 20 ans et que tu travailles 8 heures par jour ou 10 heures par jour et que tu as écouté des dizaines d'albums. Qu'est-ce qui est naturel, tu vois, si on part du principe où tu prends la première fois une guitare dans tes mains, c'est ça qui est naturel, c'était pas terrible. Donc si tu veux, c'est un mélange entre le travail de ton instrument, l'écoute des autres, c'est-à-dire la culture musicale que tu as, la sensibilité. Enfin, moi je suis attaché à tout ce qui est mode mineur, etc. Parce que de goût, je suis plus attiré vers la musique, je ne veux pas dire triste parce que ce serait pas vrai, mais on va dire plus les couleurs sombres, les couleurs nostalgiques de la musique. Que je suis pas un fêtard, je suis pas branché. Par exemple, les modes vraiment majeurs, la musique légère. Ce qui est lydien. Ouais, tout ce qui est ou très, on va dire très gai, très positif, de bonne humeur, c'est pas mon truc. Voilà. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est pas, je me retrouve pas là-dedans. Donc ça m'a amené obligatoirement vers des groupes qui avaient ce genre de couleurs. Et je pense que cette attirance-là, par contre, ça c'est inné, ce côté être attiré par les modes mineurs et ces couleurs-là. Et après, c'est évident qu'il y a du travail. Moi, si tu veux, j'ai composé des titres et après je les réécoute et je vois ce qui va pas, je vois ce qui me plaît pas. Je suis vachement critique en fait. Il y a très peu de choses dont je suis satisfait sur la totalité des choses que je fais. Et donc, bon, après, j'essaye de trouver ce qu'il y a de bien et de l'approfondir et d'aller plus vers ça. Mais qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a énormément de guitaristes qui travaillent beaucoup, qui composent, mais il n'y en a pas énormément qui ressortent vraiment avec un univers. Je pense à Weiss, à Triani qui font leur univers, mais il n'y en a pas des masses, quoi. Ouais, mais je pense que ça dépend ce que tu travailles aussi. Si tu veux, tu as beaucoup de gens qui travaillent l'instrument d'une manière digitale, en fait. Le problème de l'instrument, c'est que pour acquérir un bon niveau sur l'instrument, il faut s'acharner techniquement, et tu peux devenir ce que j'appelle un sportif de la guitare. Et c'est-à-dire que tu te laisses déborder par ton obsession de passer tes plans, et ça devient un but, alors que ça ne doit pas en être un. Ça doit en être un à une période de ta vie, mais à un moment donné, ça ne doit plus en être un. Tu vois. Et donc ça veut dire que t'en as qui sont dans un truc, quand je dis sportif, c'est qu'il y a une histoire de compète, il y a une histoire d'ego par rapport aux autres. Tu peux pas avancer musicalement si tu as cet esprit-là. Tu vois, tu vois, je suis pas le meilleur guitariste du monde, il y a des mecs qui font des plans de tapping que je fais pas, il y a des mecs qui vont sans doute plus vite que moi en aller-retour. Enfin, tu te prends pas la gueule avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux te battre sur tous les domaines, en tapping, en sweeping, en aller-retour, avec le plus fort dans tous les domaines, t'as plus le temps pour faire de la musique. Ouais, je comprends. Donc après, ça reste un choix, mais après, on est dans le phénomène de foire, quoi, tu vois. Et puis la musique, tu sais, ce qui compte, c'est la partition, c'est ce qui est écrit, et c'est ce que tu mets dedans, et ce que tu interprètes. C'est ça le truc. Ok, c'est clair. Au niveau théorie, est-ce que par rapport à tes compositions, tu fais appel souvent à la théorie? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive, si tu veux, c'est pas... comment dire, c'est pas un point de départ. Tu vois, je me dis pas, tiens, j'utilise telle cadence ou telle suite d'accords ou tel mode. Mais par contre, à certains moments, c'est évident que ça me permet de me sortir de certaines situations ou quand j'ai envie de moduler pour un solo, changer de tonalité dans le solo ou avant, ou entre la tonalité de départ et les premiers, deuxième thèmes, etc. Ou pour renouveler un titre qui est long, parce que c'est vrai que quand tu fais de la musique instrumentale, tu peux pas répéter des siècles le même thème. Et si tu prends un morceau comme Tétis par exemple qui a plein de couleurs, c'est évident que pour passer d'un moment à l'autre, d'un univers à l'autre, il y a évidemment des
des choix rythmiques et des choix harmoniques et des choix théoriques. Ouais. Donc il y a de la recherche. Oui, oui, oui. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas le préalable. C'est plus un outil dont je me sers quand j'ai besoin. Okay. Mais des fois, c'est uniquement d'oreille. C'est-à-dire que des fois, j'entends une note et j'entends un accord pour passer d'un truc à l'autre. Je me dis pas, tiens, je suis passé sur tel degré. C'est juste que je l'entends, je le mets. Tu n'analyses pas comme un pas systématiquement. Pas systématiquement. Des fois, j'analyse d'ailleurs a posteriori, c'est-à-dire pour voir ce que j'ai fait. Mais en fait, je l'ai fait d'oreille des fois. Mais c'est important de pouvoir l'analyser, de savoir ce que tu as fait. Okay. Donc pour toi, oui, quand même, il faut savoir. C'est important. Okay, ouais. C'est important, c'est bien. Si tu veux, c'est toujours des avantages en plus. Ça ne veut pas dire que forcément c'est vital. Tu as des gens qui ne savent pas lire une note, qui connaissent rien en harmonie, qui ont fait des carrières fabuleuses. Tu vois, donc tu peux pas. Voilà. Mais en même temps, je pense que c'est des choses qui t'aident. Surtout quand tu fais de la musique instrumentale. Okay. La musique chantée, bon, trouver un bon riff, une bonne suite d'accords, un chanteur qui a une bonne voix, un bon refrain, un bon solo, et l'affaire est bâclée. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais tu as peut-être moins besoin de ressources, tu vois. Okay. Mais en même temps, tu as des musiciens de jazz qui ont fait des carrières fabuleuses uniquement à l'instinct. Donc, il n'y a pas de recette. Tu as des gens qui connaissent tout de la théorie, qui ont une technique fabuleuse, et qui ne font pas de musique. Hein. Oui, justement. Autrement, je remarque une chose, c'est que tu évolues tout le temps artistiquement, en gardant ta signature, mais il n'y a jamais cet effet réchauffé en fait. Ben, je me bats contre ça. Je me bats contre ça, et si tu veux, j'ai un avantage sur... c'est naturel, c'est-à-dire que quand je... Enfin, si tu veux, il y a des plans que je réutilise, il y a des choses que j'utilise volontairement, des plans assez réguliers que je replace. Et même harmoniquement, il y a des modulations que j'utilise, des modulations d'un demi-ton dans les solos, un ton et demi entre le riff et le premier thème, des choses comme ça que j'utilise, des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, je fais souvent ça, tu vois. Je fais très très souvent ça, un riff en mi mineur et le premier thème arrive une tierce mineure en dessous. Et donc ça c'est souvent, tu l'as sur French Message, tu l'as sur plein de titres si tu écoutes. Et ça c'est parce que j'aime bien cette couleur-là pour démarrer un thème, ça ouvre un peu. Mais en même temps, toi, si je fais un plan de solo, il y a des plans que j'ai fait qu'une fois dans ma vie. Il y a des trucs, si tu prends l'intro de Rape of the Earth avec les cordes à vide, par exemple, tu ne retrouveras quasiment pas ça ailleurs dans ma discographie. Tu l'as un peu dans Nostalgia, il y a un peu ce côté cordes à vide sur un plan, mais il y a des plans que j'ai fait qu'une fois comme ça, tu vois. Et des fois je m'en resserre un peu, mais pratiquement pas. Tu vois, là, bon, il y a eu l'intro d'Avalonia, mais il a été très longtemps dans ma carrière où il y avait l'intro de Barbarians the Guest qui était réellement en suite. Et voilà, parce que j'essaye de ne pas répéter les choses, j'essaye. Et je me lasse, c'est-à-dire que si je démarre un solo, par exemple, si je travaille sur un thème ou un solo, je me dis, oh non, ça j'ai déjà fait, oh non, ça me fait penser à tel thème. Et ça m'énerve, ça me motive pas. Quand je trouve une couleur avec un accord et une note que j'ai pas fait, je me dis, voilà, ça c'est... Je cherche tout le temps à te stimuler parce que... Oui, puis ça me motive, sinon ça me fait chier. Je peux pas refaire un solo qui démarre exactement comme un solo que j'ai déjà fait, ça me fait chier, quoi. Ouais, je comprends. Dans ton dernier album, quel morceau t'as-t-il demandé le plus de travail et quel est ton titre préféré? C'est dur, quel est ton titre préféré? Bah, disons que si on part d'un principe de travail technique, je pense que la partie tâche, j'ai eu pas mal de boulot. Je me suis quand même bagarré dessus. C'est pas que ça a été, si tu veux, c'est, comment dire, elle a été dure parce que je voulais la faire et que j'étais, par le planning de l'album, il a fallu que je la fasse. Donc, j'ai pas eu le temps de la digérer autant que j'aurais voulu, donc c'était un peu dans l'urgence, quoi. Donc c'était un peu difficile à acquérir, à maîtriser, à enregistrer en peu de temps. Et puis à mémoriser alors que tu as plein d'autres trucs à gérer pour faire un album, le mixage, les prises, le son, etc. Donc j'avais plein de choses en tête et ça a été une période un peu difficile sur ce truc-là. Et sur le dernier album, je pense qu'il y a plein de titres. J'en suis assez content, mais Tétis fait partie des titres que j'aime bien, avec le Mirror World aussi, Born to Buy aussi, j'aime bien. Disons que je sais pas s'ils sont bons, en tout cas ils correspondent à ce que j'ai envie de faire. Pour moi, ils sont très bons. Et ils correspondent, si tu veux, à ce que... Bon voilà, tu vois, quoi qu'il arrive, je me dis, bah, je laisse au moins ça, ça vaut ce que ça vaut, mais si tu veux, quand tu laisses, un musicien, il laisse une trace quelque part derrière lui, même si c'est qu'un album, même si tu n'en vends pas 3 millions, mais de laisser ça, j'en suis assez content, parce que si tu veux, tu retrouves des influences de gens, tu peux trouver que c'est progressif, tu peux trouver ça de machin ou de bidule, mais la formule musicale telle qu'elle est, et la combinaison telle qu'elle est, je pense qu'elle est personnelle, et ça, j'en suis assez content. En même temps, j'ai remarqué, c'est très mélodique, c'est stimulant mélodiquement, mais rythmiquement aussi. Il y a pas mal de guitaristes où c'est mélodique. Si tu veux, j'essaye quand je fais un morceau que les pôles d'intérêt varient. Tu
Tu vois, j'essaye qu'à un moment donné, tac, t'as un plan qui arrive, un plan technique ou un plan de sweep qui fait que, ah tiens, il s'est passé quoi? Et puis après, il n'y a plus de plan technique, il y a un plan rythmique, donc c'est la batterie qui est un peu au devant du truc. Après, ça plane totalement, donc c'est plus des synthés, la guitare, elle est juste pour appuyer certaines notes de l'harmonie, pour donner une couleur. Et donc j'essaye que les choses comme ça prennent le relais en permanence, que ce soit un thème qui est joli, tout simplement mélodique, qui prenne le relais, puis après une phrase un peu qui pousse pour donner à nouveau un intérêt. Pour maintenir l'intérêt de l'auditeur, j'essaye que les différents éléments, que ce soit la basse, la batterie, la guitare, le côté technique, mélodique, rythmique, que tout ça, ça roule un peu et que à un moment donné, je mette plus l'accent sur un truc que sur un autre pour maintenir un intérêt, pour pas que ça soit... Ouais, je comprends. C'est aussi bon que tu sois, si tu mets des plans de sweep à 2000 à l'heure tout le temps, bah, au bout de 2 minutes, tu as montré ce que tu savais faire, de toute façon. Là, je vais enchaîner, parce que l'heure tourne. Donc, sur la partie musique classique. Oui. Donc, dans ton dernier album, tu reprends une partie de Bach. Sur Amphibia, une reprise des 4 saisons de Vivaldi. Et actuellement, tu as un projet classique avec un pianiste. Qu'est-ce qui te plaît tout simplement dans cette musique voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans cette musique? En fait, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est l'utilisation de l'harmonie et de la technique dans la musique classique. Je trouve que si tu veux... bon, à la fois, il y a un côté challenge parce que c'est des pièces qui ne sont pas écrites pour mon instrument, ou pour notre instrument, exactement. Et c'est vrai que c'est difficile d'adapter des pièces classiques. Les doigtés, le violon sur la guitare ne sont pas forcément adaptés, donc c'est un peu de bataille technique. Ça te fait faire des choses que tu ne fais pas, donc ça te fait rompre un peu avec tes habitudes. Je trouve ça nettement plus riche que ce qui est néoclassique, c'est-à-dire que même, bon, j'en fais partie dans certains cas, mais souvent en néoclassique, on survole vraiment la musique classique. Si vraiment tu travailles sur des pièces de compositeurs, tu aperçois qu'au niveau de la structure, au niveau du travail des différents instruments, comment ils se complètent, qui fait la mélodie, le côté rythmique de chaque phrasé, le côté lisible de chaque phrasé, l'articulation des notes, etc. Il y a énormément à apprendre. Et bon, au départ, ça a été le presto. J'ai pas eu l'impression d'avoir une démarche classique quand j'ai fait le presto. C'était un morceau de métal où je voulais reprendre un truc classique. La partita, ça a commencé. Et là, je suis vraiment parti vers un truc sur un album qui se veut carrément classique dans la démarche, c'est-à-dire dans l'exécution, dans la musicalité. Alors, au maximum que c'est possible avec une guitare électrique. Mais en tous les cas pour moi. Mais que ça soit à la fois musical, respectueux et en même temps essayer de trouver ce qui peut être intéressant dans cette adaptation, quoi. Je pense que c'est une discipline, c'est une autre façon de faire. Puis bon, Hervé, le pianiste avec qui je travaille, il est professeur au conservatoire de Bordeaux, c'est pas quelqu'un qui est d'une culture métal. Et donc lui en fait, il est pas comment dire, il est dans la musique, on doit jouer une pièce, on doit la jouer bien. Et donc, par exemple, bon, moi, c'est vrai que je bosse pas mal en aller-retour, par exemple, mais je peux pas systématiquement m'en servir. Par exemple, des fois, il me dit le passage doit être plus lié. Mais il se trouve que c'est des croches à 120, par exemple. Des croches à 120 en lié, c'est pas... Et en même temps, il faut que ça soit rythmiquement articulé, en place, et c'est pas un truc simple, c'est pas un plan de gâteau de solo, quoi. C'est délier un phrasé. Et donc, ça me fait travailler ça. Lui, tu peux lui faire du sweeping à 3000 à l'heure, ça lui fait absolument aucun effet. C'est pareil que si tu repeignais ta cuisine. Tu vois, ce qui peut l'intéresser lui, c'est si on joue ce morceau-là et que quand on le joue, tu l'interprètes bien. Voilà. Donc on est plus dans le truc de faire apparaître des lapins ou de faire de la magie dans le milieu du rock'n'roll, on est dans le fait de jouer des pièces qui sont écrites. Donc c'est